Bonjour à tous, le Collège de Languedoc-Roussillon et le Collège de Lubes se sont associés sur cette action pour vous présenter le concours Ma thèse en 180 secondes. Et le but, c'est que les doctorants, appelés autrefois les thésards, puissent présenter en moins de 3 minutes, de façon vulgarisée auprès d'un large public, leurs travaux de thèse. Donc pour cela, ils ont suivi différentes formations qui leur ont permis d'affûter leur discours, de trouver le moyen de simplifier un projet de recherche qui peut être parfois complexe pour que l'ensemble du public adhère à leur discours. Et donc nous avons souhaité vous présenter cette action afin que vous élisiez parmi les 6 candidats que nous avons présélectionnés celui qui obtiendra le prix des lycéens. En effet, cette année, on a décidé de faire participer les lycéennes et les lycéens au choix finalement d'un lauréat, parce qu'on a pensé que c'était important de pouvoir faire connaître la recherche scientifique. Pour devenir chercheur, il faut passer souvent un diplôme de très haut niveau qui s'appelle le doctorat. Et pendant ce doctorat, les étudiants qui sont inscrits en doctorat, qu'on appelle les doctorants donc, peuvent participer à un concours pour vulgariser leur projet de recherche. Et c'est cela qu'on vous propose de visionner en à peine 3 minutes par doctorat, pour que vous choisissiez par classe votre préféré, votre chouchou. Et celui que vous aurez préféré, eh bien, on lui remettra un prix qui sera le premier prix des lycéens pour cette année. Et donc, nous vous souhaitons un agréable visionnage de l'ensemble de ces vidéos. Nous espérons que vous prendrez plaisir à les écouter et on souhaite également sensibiliser les lycéens à la possibilité de voir intervenir ces doctorants au sein des lycées pour qu'ils vous racontent un peu ce qu'ont été leurs parcours avant de débuter une thèse. Et donc ça serait une belle occasion pour rencontrer le monde de la recherche scientifique d'une façon générale. On a évidemment envie, au travers de ce vote, que vous puissiez peut-être aussi avoir envie de rentrer dans l'enseignement supérieur, de poursuivre vos études et pourquoi pas un jour de devenir chercheur à votre tour. Donc, ce vote fait partie on va dire de cette action, mais bien évidemment, nous sommes là également pour essayer, avec vos professeurs, avec les proviseurs des lycées, d'essayer de voir comment on peut vous aider à mieux comprendre ce qu'est la recherche et peut-être vous expliquer comment ça fonctionne et peut-être susciter des vocations chez vous. Donc, on vous donne rendez-vous peut-être pour une prochaine fois dans d'autres circonstances. Bon visionnage. Et merci. Les rayons du soleil sur votre visage, le souffle du vent dans vos cheveux, le calme plat, troublé uniquement par le bruit léger et continu de la flamme d'un brûleur. Oui, vous êtes dans une montgolfière et vous volez au-dessus de l'Amazonie. Mais que faites-vous si loin de chez vous? Vous êtes à la recherche d'une cité perdue, enfouie au plus profond de la forêt et qui abrite en son sein un trésor fabuleux que vous convoitez. Avec le peu d'indices dont vous disposez, trouver la cité au sol serait impossible sur un territoire aussi vaste et inaccessible. Alors, vous avez décidé de prendre de la hauteur. Mais là-haut, un problème de taille se pose pour vous. Depuis le ciel, aussi loin que porte votre regard, vous ne voyez rien d'autre que du vert à perte de vue. Ça, c'est la couleur verte moyenne d'une forêt en Amazonie. Impossible de distinguer quoi que ce soit. Ce plafond de verre que vos yeux ne peuvent pas traverser, un outil fantastique peut alors le faire à votre place. Lequel? Le laser. Le laser voit à travers la végétation. Il est capable de pénétrer les canopées les plus denses jusqu'au sol pour voir ce que l'œil humain ne peut pas. Et si on monte très haut, très haut, là où vous ne pouvez pas aller avec votre montgolfière, dans l'espace, on peut voir des pays et des continents entiers. Dans ma thèse, j'utilise un laser ultra puissant monté sur la Station spatiale internationale pour mesurer précisément la biomasse de la forêt tropicale
et ainsi mieux comprendre le cycle de la Terre. Le nom de ce laser? Jedi, avec un G. Jedi est une sorte de pistolet laser géant qui tourne autour de la Terre et qui tire 250 coups par seconde. Piou, piou, piou! Suivons ensemble un seul de ces coups de laser. Il voyage dans l'espace à la vitesse de la lumière, pénètre dans l'atmosphère, traverse tous les nuages sur son passage, parvient au sommet de la forêt, se diffuse à travers la végétation et rebondit sur le sol. Et ensuite, la même chose, en sens inverse. Un infime rayonnement parvient ainsi à revenir à son point de départ et est capté par la force de Jedi. Et cette goutte de lumière qui revient contient un concentré pur d'informations sur la forêt. Maintenant, imaginez ça 250 fois par seconde et sur toute l'Amazonie. Ça fait beaucoup de données, un amas touffu et dense qu'il faut débroussailler. Mais attention, pas question d'y aller sauvagement à la machette pour se frayer un passage, non, non, non. J'utilise des outils très fins d'intelligence artificielle, basés sur des réseaux de neurones, pour transformer ces millions de gouttes de lumière en informations forestières. On est donc plutôt sur de la taille minutieuse de haies, façon jardinage au château de Versailles. Un travail qui nécessite à la fois délicatesse et précision, sans oublier un peu d'amour aussi. Car mon trésor à moi, je l'ai trouvé, c'est la forêt elle-même. Vous jeûnez, vous? Enfin, je reformule. Vous déjeunez, vous? Jeûner, ce n'est pas manger pendant au moins une dizaine d'heures, comme la nuit dernière de la plupart d'entre nous, d'où le déjeuner qu'on a pris à sa sortie. Je m'intéresse à la capacité du corps à faire face à ces périodes d'absence de nourriture, capacité évoluée sur des centaines de milliers d'années d'évolution. Le bol de choc à pic avec le petit café serré sur la table de la cuisine, pas vraiment la morning routine des australopithèques. Quand il faut traquer le gibier plutôt que l'acheter au rayon surgelé de la supérette du coin, avoir un corps qui fait de la gestion de stock de nourriture, c'est le hack du siècle. Et le hacker en chef, c'est le foie. Il a compris que le sucre, comme le gras, c'est la vie. Manger des chocs à pic, c'est se faire une intraveineuse de sucre. Le foie est capable de stocker ce sucre et quand le corps a besoin d'énergie, de le libérer. C'est le resto U du corps. Ensuite, il va puiser dans les graisses du tissu adipeux pour continuer à générer du sucre. Et ces graisses, c'est le mammouth d'il y a 3 semaines pour Lucie. Alors, comment mieux comprendre la réponse du foie au jeûne? En comparant des foies de souris qui sortent soit de table, soit d'une grosse nuit de jeûne. Dans ces foies, 3 protéines orchestrent la réponse à l'état nutritionnel. C'est les 3 cuisinières chefs de brigade de ce foie Resto U. J'estime, moi, la contribution relative de chacune en cuisine et je procède par élimination. Inspectrice, je visite des Restos U quasi similaires. La seule chose qui diffère, c'est la présence des chefs de brigade en cuisine. Elles sont soit toutes les 3 présentes dans ce foie, ou seulement en binôme, ou même seules, ou cas extrême, aucune d'entre elles. Et grâce à une combinaison d'outils inédite à cette échelle, j'évalue l'efficacité de ces brigades à géométrie variable. Et ça, grâce à 3 critères. C'est mon barème d'évaluation à moi. 1. La mobilisation des graisses, le mammouth stocké, si besoin. 2. La qualité de production de sucre, et c'est pas de la tarte. Et 3. La propreté des lieux. Qui se tape la plonge dans le groupe? La principale découverte de mes recherches, c'est qu'une des 3 cuisinières protéines chefs de brigade met les petits plats dans les grands et se farcit tout le gros du travail. Sans elle, impossible pour le foie de gérer convenablement les changements de diète. En fait, si on se projette, c'est elle qu'il faudra mettre à la tête du Resto U et la promouvoir pour pouvoir améliorer la prise en charge de certaines maladies du foie. Donc demain, au petit déjeuner ou à votre rupture de jeûne, une petite pensée pour votre hacker préféré, ça mange pas de pain. Enfin, si, et avec un peu de confiture pour éviter le blackout. Premier cerveau, second cerveau. Et c'est notre grande star du jour, le système nerveux entérique. Il est composé de millions de neurones qui vont jouer le rôle de chef d'orchestre du tube digestif
et qui vont battre le tempo aux musiciens, les cellules musculaires lisses. Au rythme de la digestion, ces cellules vont se mettre au diapason et se contracter pour permettre la descente du bol alimentaire le long du tube digestif. Et autant vous dire que quand ce beau petit monde ne fonctionne pas correctement, vous connaissez la musique. Pas de grande symphonie de défécation, c'est le couac. Et cela va provoquer quelques désagréments comme des occlusions intestinales, par exemple. Sachez, mesdames et messieurs, que cette situation qui nous arrive parfois s'avère être le quotidien des patients atteints d'une maladie au nom imprononçable, la maladie de Hirschsprung. Elle touche un nouveau-né sur 5000. Une maladie pas si rare que ça, finalement. Il a été démontré qu'elle est causée par une absence de neurones et sans chef d'orchestre, les musiciens ne peuvent plus jouer correctement. Une façon de remettre de l'ordre dans cette cacophonie ? Réaliser une opération chirurgicale qui a pour objectif d'ôter la partie de l'intestin qui n'est pas en rythme. Sauf que voilà, rien n'est jamais aussi simple et parfois c'est un peu comme pisser dans un violon. Mais alors, pourquoi certains patients connaissent-ils des rechutes après l'opération ? Mon hypothèse est que les chefs d'orchestre ont un rôle plus global et plus précoce que seulement guider les musiciens. Peut-être un rôle supplémentaire de professeur de solfège, par exemple. Pour répondre à cette problématique, j'utilise un modèle incroyable. Roulement de tambour, l'embryon de poulet. Étonnamment, il a de grandes similarités avec l'homme et il est aussi très pratique car il suffit d'avoir un œuf fécondé et un incubateur pour travailler. Bon, évidemment, je ne reçois pas mes œufs directement avec la maladie de Hirschsprung. On ne peut pas aller plus vite que la musique non plus. Mais c'est maintenant qu'entre en jeu mon petit récital pour mimer cette maladie. Tout d'abord, j'ouvre mon œuf et j'injecte au tout début du développement une toxine qui va me permettre de tuer spécifiquement mes neurones. Allez hop, au placard les chefs d'orchestre. Par la suite, je dispose un morceau de ruban adhésif. Oui, ça suffit pour jouer le rôle de coquille. Puis je remets mon œuf à l'incubateur pour que l'embryon grandisse. Finalement, j'étudie mes musiciens grâce à des microscopes super puissants, mais aussi grâce à un système d'échographie. Ainsi, j'observe leur mise en place et leur état de maturité. Ces données sont d'une importance cruciale car elles permettent de mieux comprendre la maladie et, in fine, proposer une meilleure prise en charge aux patients. Au final, pour que votre transit fonctionne, que ce soit neurones ou cellules musculaires lisses, tout doit être réglé comme du papier à musique. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord du train de la morale, à destination de la transgression. Notre train est sur le point de partir, assurez-vous d'avoir votre ticket et l'estomac bien accroché. J'ai réservé ce wagon pour vous proposer un voyage machiavélique, enfin initiatique, dans le train de la morale. Suivez le guide. La morale, c'est un train unique. Au lieu de rouler sur des rails en acier, il roule sur les rails de la vie. Le long des voies, les signaux et les panneaux sont les principes moraux qui nous informent des limites à respecter. Ne pas tuer, ne pas mentir. Et parfois, des aiguillages nous imposent de faire un choix moral reflétant les conséquences de nos actes. La morale, c'est poétique. Oui, mais on n'y comprend rien. Pour vous parler franchement, nous avons aujourd'hui une connaissance rudimentaire de la morale. Alors, pour mieux saisir cette grande machinerie, les mécanos de la conscience, c'est-à-dire les psychologues, ont inventé l'outil idéal, le dilemme moral. Imaginez, vous conduisez un train qui n'a plus de frein. Devant vous, 5 ouvriers, extrêmement beaux gosses, travaillent sur les voies. Catastrophe, vous allez les écraser. Cependant, vous pouvez rediriger le train vers une seconde voie sur laquelle se trouve un ouvrier plutôt mignon. Que feriez-vous ? Prenez une décision dans votre tête maintenant. Si vous avez choisi de rediriger le train, félicitations. Vous avez une logique froide et calculatrice. Vous donnez la même réponse que les sociopathes. Bienvenue dans la team. Plus sérieusement, c'est ça l'outil idéal pour comprendre la morale, un dilemme hypothétique et complètement irréaliste ? Eh bien oui, et j'ai des preuves. Dans ma thèse, je me suis demandé si le dilemme
était un excellent outil pour comprendre la morale. À l'issue de mes recherches, j'ai découvert que, malgré son caractère irréaliste et hypothétique, c'était un excellent moyen de sonder notre morale. Ouf. Ça y est, votre voyage initiatique est sur le point de s'achever. Mais une question subsiste. À quoi bon étudier la morale? Déjà, pour mieux nous comprendre nous, mais surtout pour mieux préparer l'avenir. N'oubliez pas que les futurs pilotes de train seront des intelligences artificielles dotées d'une morale. Et quelle morale voulons-nous leur donner? La nôtre? Oui, mais pour ça, il faut mieux la comprendre. Ça tombe bien, vous connaissez déjà l'outil idéal pour ça, le dilemme moral. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le train de la morale. Ce sera la fin de notre voyage et rassurez-vous, personne n'a été écrasé. Vous êtes plutôt chocolatine ou pas en chocolat? Vous avez sûrement déjà vu une des cartes qui découpe l'hexagone en fonction du mot utilisé. En revanche, vous avez certainement moins vu une carte comme celle-ci. Elle montre les langues de France. Les couleurs marquent leur lien de parenté transfrontalier. Chez nous, l'accent lui aussi a son mot à dire. En dehors des étrangers, on considère qu'on a un accent seulement si on s'éloigne du parisien. Nous, sociolinguistes, cette vision restrictive et hiérarchique de la diversité, l'appelons unilinguisme. À partir de la Révolution, la France transite progressivement du multilinguisme au monolinguisme. À la fin du XIXe siècle, l'école obligatoire joue un rôle capital dans cette homogénéisation. Elle interdit et punit l'utilisation de toutes ces autres langues en les qualifiant de patois. Aujourd'hui, leur enseignement est possible, mais très minoritaire. En plus, la diversité linguistique du pays et son histoire ne sont pas du tout enseignées. C'est peut-être pour ça que cette carte est si méconnue. Toutes ces années de monoculture ont entravé l'adaptabilité de la population à d'autres langues et cultures. Mais certaines écoles dépassent ces cadres. Il s'agit des filières bilingues en langue régionale. Mon hypothèse, c'est que ce parcours facilite l'accès des apprenants à d'autres langues. Et cela grâce à l'intercompréhension. Qu'est-ce que l'intercompréhension? C'est comme par exemple, à Rome, on arrive à trouver la stazione di treno, même en n'ayant jamais fait de l'italien. Moi, je réalise des ateliers d'intercompréhension dans des collegios de la région Occitanie où j'encourage les élèves à déchiffrer des lingos latinos en leur montrant leurs multiples connexions. Les questionnaires auxquels les élèves répondent me permettent de comparer les perceptions des monolangues avec celles des bilingues en occitan ou en catalan. Avant les ateliers, les bilingues déclarent comprendre 2 fois mieux le portugais et l'italien, des langues qu'ils n'ont jamais étudiées. Après seulement 6 heures d'atelier, les 2 groupes estiment avoir doublé la compréhension des langues abordées. Ces résultats montrent l'accès avantageux des bilingues à l'intercompréhension, mais également qu'une approche multilingue et dynamique éveille la curiosité et l'adaptabilité des uns et des autres. Si la France est bien placée en Europe en termes d'heures d'enseignement des langues, elle est à la traîne en compétences linguistiques. Et si on rentabilisait davantage ces heures en ajoutant une vision plurilingue à notre éducation? En fin de compte, pour mieux faire face à un monde de plus en plus globalisé, cultivons notre biodiversité, y compris ses branches linguistiques et sociales, des racines aux feuilles, du local au global. Alors, vos viennoiseries, je vous les mets dans un sac ou dans une poche? À qui tout est possible. Albert Einstein est mort. Le symbole de l'intelligence a disparu en 1955, emporté par une rupture d'anévrisme de l'aorte abdominale. Son aorte, son principal vaisseau sanguin, s'est dilaté. Et cette dilatation a provoqué une rupture et donc une hémorragie. Oui, Albert Einstein est mort, mais aujourd'hui, on aurait pu le sauver, à l'aide d'une endoprothèse cardiovasculaire. C'est un dispositif que l'on introduit dans l'aorte et qui, à la température du corps à 37 degrés, se déploie pour s'adapter aux parois et ainsi empêcher la rupture. Malheureusement, ces endoprothèses cousues humains ont un temps de fabrication supérieur à 2 mois, ce qui est trop long pour un patient en attente d'un traitement.
En revanche, avec une imprimante 3D, ce délai pourrait être réduit à 10 jours seulement. Moi, je suis chimiste et j'ai pour objectif d'élaborer par impression 3D un matériau destiné à la conception d'endoprothèses. Et quoi de mieux pour sauver Albert Einstein qu'un matériau intelligent? Non pas qu'il puisse résoudre l'équation de la relativité, mais son intelligence réside dans sa capacité à s'adapter à son environnement. Ainsi, le matériau que j'élabore change de forme de façon réversible avec la température. À température ambiante, il est fin, on augmente la température, il se déploie, on la diminue, il redevient fin. Pour le concevoir, j'utilise des molécules thermosensibles, j'ai nommé les cristaux liquides. Pour comprendre leur fonctionnement, supposons, cher public, que vous soyez les molécules qui composent le matériau, les fameux cristaux liquides. À température ambiante, vous êtes tous alignés les uns par rapport aux autres, regardant dans la même direction. Moi, si j'augmente la température, c'est comme si je vous annonçais qu'un trésor était caché dans la salle. Très vite, vous allez tous vous lever, vous bousculer et vous précipiter dans un mouvement frénétique pour trouver le trésor caché. C'est un chaos moléculaire total. Les molécules ne sont plus alignées, le matériau change de forme. Maintenant, si je diminue la température, c'est comme si je vous révélais que ce trésor n'existait pas. Alors désabusés, vous regagnez tout de même vos places. L'alignement moléculaire est rétabli, le matériau retrouve sa forme. Ce matériau semblait ainsi convenir pour l'endoprothèse. Or, au début de ma thèse, il changeait de forme à une température bien supérieure à celle du corps humain. Pour que l'endoprothèse se déploie, il aurait fallu chauffer le corps d'Einstein à 80 degrés. Mais dans mes travaux, j'ai montré qu'en ajustant la quantité de cristaux liquides au sein du matériau, je pouvais diminuer cette température à 37 degrés. Alors oui, Albert Einstein est mort, mais demain, on pourra vous sauver à l'aide d'un matériau dont l'intelligence égalera, un jour peut-être, celle du père de la relativité. Merci.